le replay du webinaire directement sur l'espace coop, vous l'aurez sur la ressourcerie et on va vous l'envoyer par mail. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment vous concentrer sur ce qui est dit, on transmettra tout ça juste après. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on sera plusieurs à suivre un peu les questions qui passent pour les retransmettre aux différents intervenants. Et je vous invite aussi voilà, au début à vous présenter dans le chat pour qu'on voit un peu toutes les personnes qui sont présentes. Avant de démarrer, je vais peut-être laisser nos intervenants se présenter. Donc on a aujourd'hui réfugiés.info. Si vous voulez prendre la parole peut-être. Bonjour à tous, on est très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi je suis Hugo Stéphane, je suis designer et cofondateur de réfugiés.info et j'ai à ma droite Nour. Bonjour, Nour Alaskani, cofondateur de réfugiés.info et chef de projet aujourd'hui, fin de ce projet. On a également, je sais pas si, voilà, on va faire comme ça, on est tous dans la même salle, hop, on est également avec Claire Listre et avec Fatma Bouejba, respectivement responsable de la communication et stagiaire, et on a également en distance Andressa, que je te laisse te présenter, Andressa peut-être. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Andressa Bitancourt, je suis responsable du déploiement. On t'entend pas, je crois. Oui, non? Vous m'entendez? Si, on t'entend bien. Ok, très bien. Bon, bonjour. Je suis responsable du déploiement de réfugiés.info. Enchantée. Merci beaucoup. Et on a également le plaisir d'accueillir Connexio, donc avec deux personnes de chez Connexio, donc une conseillère numérique qui vous fera part de son témoignage. Donc je vous laisse vous présenter toutes les deux. Bonjour, donc moi je m'appelle Claude Fabergé, je suis responsable pour Connexio de ce qu'on appelle les programmes de formation solidaire. Donc je vous expliquerai mieux tout à l'heure ce que c'est précisément et qui on est. Et bonjour, je m'appelle Jennifer Chevalier et je suis l'une des conseillères numériques de Connexio. On est deux sur Paris et je suis l'une des deux. Voilà. Merci beaucoup à tous. Donc, sans attendre, je vous propose de démarrer. Donc, je vais laisser la parole à réfugiés.info. Peut-être juste un petit point de rappel sur le déroulé de ce webinaire. On vous l'a partagé par mail, mais l'idée, c'est qu'on vous présente d'abord un peu le contexte ainsi que des éléments un peu théoriques sur l'accompagnement des personnes réfugiées, ce qu'il y a à savoir dans la posture, tout ça. Et qu'après, on passe plutôt sur des moments de démo et de partage de ressources et d'outils que vous pouvez utiliser au quotidien et de ce qui se fait aussi déjà. Et à la fin, donc Jennifer, que vous venez d'entendre, nous partagera son témoignage sur comment elle accompagne les personnes réfugiées au quotidien. Donc réfugiés.info, je vous laisse la main pour démarrer. On y arrive. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez à peu près ce qui vous êtes censé voir? C'est bon? Parfait. Bonjour à tous. Je vais laisser Nour démarrer sur la présentation. Bonjour, donc rapidement, on a souhaité vous parler de qui est le public réfugié, puisqu'on entend parler réfugiés, qu'est-ce que c'est l'asile, migrants, etc. Tous ces acronymes pour désigner des personnes qui viennent d'ailleurs et donc qui sont notre public. Alors on va préciser donc dans les plusieurs appellations existantes qui sont exactement les personnes auxquelles on adresse notre service pour qu'il n'y ait pas de malentendu et pour que vous profitiez au mieux de cet outil qui va être pour ce public qu'on va définir ensemble le plus utile. Donc, nous, on parle du public réfugié. Le nom de la plateforme aujourd'hui, réfugiés.info, est très clair. On parle d'une personne donc, réfugié statutaire, quelqu'un qui a eu le statut de réfugié une fois que sa demande d'asile a été acceptée. Donc, on parle également des bénéficiaires de protection internationale, BPI. Donc, les personnes réfugiées en France, c'est pas la même chose que quand on dit migrant, quelqu'un qui migre d'un pays à l'autre, il peut avoir le statut, il peut être un demandeur d'asile, etc., etc. Donc nous, on s'adresse aux personnes réfugiées qui peuvent bénéficier de la protection internationale et qui, je pense qu'on a une petite souci technique de présentation, on arrive tout de suite. Oui. Pardon pour cette
Souci technique, on arrive. Un, deux, trois, on adore les petites surprises qui font animer les réunions. Est-ce que tu crois qu'on est bon, Hugo? Essaye ça. Est-ce que vous nous entendez mieux? C'est mieux un peu? Ok, donc on va tester. 1, 2, 3. Est-ce que vous nous entendez mieux? Oh là là, ça me... C'est mieux maintenant, Hugo. C'est mieux maintenant, Hugo. Ok, parfait. Bon, nous démarrons très rapidement. Donc, on s'était dit à quel public on destine le service donc Réfugiés.info. Nous, au sein de l'équipe, on s'adresse aux personnes réfugiées qui ont eu leur statut de réfugié suite à leur demande d'asile. Donc, la France leur a accordé ce qu'on appelle la protection internationale et donc ils deviennent les bénéficiaires de protection internationale. C'est le public réfugié dont on parle. On ne parle pas des personnes migrantes qui sont demandeurs d'asile ou en cours de demande. On parle des personnes réfugiées qui ont eu un titre de séjour pour rester sur le territoire français d'une, 4 ou 10 années. Et donc, on va en parler plus en détail. Les étrangers en France, ils peuvent venir pour plusieurs raisons. Vous avez les parts des travailleurs, des personnes qui viennent pour des contrats, des salariés, des saisonniers, etc. Vous avez les étudiants qui viennent étudier en France, restent ou repartent selon ce qu'ils souhaitent. Et vous avez donc deux grandes parties qui sont les personnes qui demandent l'asile. Donc aujourd'hui, ce schéma vous montre par année à peu près les pourcentages des personnes selon la raison pour laquelle ils rentrent en France. Donc, vous avez une part de demandeurs d'asile qui est, on va rentrer dans les chiffres un peu plus tard, donc la part des personnes migrants qui demandent l'asile, qui, pour une partie, obtiennent l'asile et qui deviennent PPI, donc bénéficiaires de protection internationale, les fameux réfugiés dont on parlait. Après, vous avez une part à côté qu'on traite aussi, c'est les personnes qui viennent en regroupement familiaux. Une personne française qui se marie ou qui fait un enfant avec une personne d'une autre nationalité, ben, la famille, elles peuvent venir en France pour ce schéma, ou les personnes réfugiées, donc, peuvent aussi faire appel à leur famille proche, c'est-à-dire les membres vraiment de famille première, enfants ou conjoints. Et donc, ces deux publics que nous, on s'adresse notre service pour, les BPI et les regroupements familiales, c'est les publics qui nous intéressent. Et si vous êtes donc face à ces publics, Réfugiés.info est fait pour vous. Les bénéficiaires de protection internationale, quand on reconnaît que quelqu'un est réfugié, il est exécuté dans son pays d'origine pour une des 4 raisons qui ont été définies par le statut de Genève aux années 51, donc ils deviennent BPI, donc protection internationale. Ils ont un titre de séjour de 10 ans qui leur permet de rester sur le territoire pendant 10 ans et c'est renouvelable parce que la cause pour laquelle ils étaient persécutés est toujours donc valable. La protection subsidiaire, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on dit entre, dans la même catégorie, hein, dans les bénéficiaires de protection internationale, vous avez cette deuxième catégorie pour des personnes qui ne sont pas selon les 4 grands principes de signature de Genève persécutées, mais quand même il y a un danger temporaire, pas sur leur personne, leur personne individuelle, mais la ville dans laquelle ils étaient, par exemple, est bombardée, assiégée, etc. Donc eux, ils auront un titre de séjour de 4 années, renouvelable, à condition que la cause continue d'exister. Donc, ces deux catégories, c'est le protection internationale de 10 ans qui est renouvelable à vie et la protection subsidiaire qui est le titre de séjour de 4 ans renouvelable à condition. Et donc, ces deux personnes constituent les BPI, les bénéficiaires de protection internationale. En chiffres, qu'est-ce que ça représente par année? Par année, vous avez 100 000 demandeurs d'asile, donc 100 000 personnes qui demandent à peu près l'asile. Alors, ça varie. Les années, on a 130, c'est de l'année dernière, on avait 90, mais disons qu'une centaine de mille des personnes qui demandent l'asile chaque année, seulement 33 000% des personnes obtiennent donc un des deux statuts présentés juste après, le 10 ans ou le 4 ans. Ils auront un titre de séjour de 10 ans ou 4 ans, selon les raisons pour lesquelles ils demandent l'asile. En tout, aujourd'hui en France,
donc les 30 000 personnes qui restent chaque année, qui en sont acceptées, on a 440 000 personnes réfugiées, donc protégées par les autorités françaises et qui restent sur le territoire avec, évidemment, comme on l'avait dit, 10 ans de carte de séjour ou 4 ans. Donc, voici le chiffre donc, pour la décembre 2020, sorti de rapport d'immigration, ministère de l'Intérieur. Un petit focus pour les personnes ukrainiennes qui arrivent sur le territoire. D'abord, on ne parle pas des réfugiés ukrainiens, malgré l'amalgame médiatique, parce qu'effectivement, ils se réfugient dans un autre pays, mais statistiquement, d'une manière très précise sur le statut qu'ils ont en France, on parle des déplacés ukrainiens qui profitent de ce qu'on appelle la protection temporaire, qui est un nouveau statut qui a été créé, qui a été activé spécialement pour ce qui se passe en Ukraine au niveau européen. Donc ce statut de protection temporaire permet à n'importe quel pays européen qui a adapté ces lois de permettre à des personnes ukrainiennes de rester sur le territoire d'une manière pendant une année, renouvelable jusqu'aux deux fois, donc 3 ans en tout, avec le droit de travail. Donc c'est quelque chose qui a été instauré pour que les personnes ukrainiennes facilement ils puissent rester sur le territoire d'une manière légale avec un droit de travail qui n'était pas le cas avant. Et donc pour cela, pour le public ukrainien, si vous en rencontrez ou si vous avez donc les Ukrainiens à conseiller, les déplacés ukrainiens dans vos services, il faut envoyer la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, donc au sein du ministère de l'Intérieur, a créé le site pour l'Ukraine, qui est disponible sur parrainage.réfugiés.info. Donc vous voyez à l'écran un site dédié à la fois aux citoyens français qui souhaitent s'engager pour les Ukrainiens. Donc, vous aurez un ensemble d'actions possibles pour s'engager d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes bénévole, association, collectivité ou entreprise, vous avez donc dans chaque catégorie des actions qui vous ont présentées. Et par la suite, l'intérêt de ce site, c'est qu'il s'adresse directement aux personnes ukrainiennes dans leur langue. Donc, en ukrainien, on dit qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive en France, qu'est-ce qu'il faut faire si je souhaite m'installer en France durablement, donc rester en France et puis scolariser mes enfants, trouver un travail, etc. Et des informations utiles comme des numéros de téléphone et des sites indispensables pour mon accueil en France. Donc, ce site est à votre disposition, il est entièrement traduit et il s'adresse à 2 catégories. Donc les citoyens français qui sont autour de vous, qui souhaitent s'engager, et les personnes ukrainiennes qui cherchent des informations sur comment démarrer leur vie à la fois administrative, mais aussi de travail, de scolarisation, de santé, d'apprentissage du français, etc. Donc ce site disponible une dernière fois, je rappelle, parrainage.réfugiés.info, vous trouverez toute l'information sur les personnes ukrainiennes. On parlait tout à l'heure des personnes réfugiées, donc pour l'instant, ils ne rentrent pas dans ce cadre, sauf pour les Ukrainiens qui souhaitent demander l'asile. C'est toujours une possibilité que quelqu'un dise je souhaite non seulement durablement rester en France, mais je souhaite demander l'asile parce que j'étais persécuté là où j'étais. Donc ça, c'est aussi une possibilité, on bascule dans une autre paradigme. Voilà rapidement un peu qui sont les personnes réfugiées auxquelles on adresse notre service, et je laisserai la parole à Hugo pour nous parler de ce qu'on a essayé de faire, de ce qu'on a commencé à faire, le parcours des personnes exilées, migrantes en France. J'espère que ça a été clair. Merci Nour. Il y a peut-être des questions à ce stade dans le chat. On a une question juste sur est-ce que vous avez des tutos ou non sur une première demande d'asile sur le site? Alors voilà, donc aujourd'hui, historiquement, réfugiés.info notre équipe n'avait pas eu mandat pour travailler sur la demande d'asile. Donc nous n'avons pas encore de contenu dédié aux procédures de demande d'asile. C'est quelque chose qui va être amené, on l'espère, à évoluer dans les prochains mois ou prochaines années. En tout cas, voilà, aujourd'hui, malheureusement, on s'adresse pour l'instant avec réfugiés.info qu'aux personnes qui ont obtenu la protection et qui vont démarrer une phase d'intégration. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est bon? Ok. Alors tout simplement, ce qu'on vous montre à l'écran, c'est un travail de cartographie de la politique publique de l'accueil et de l'intégration des réfugiés en France, qui a été réalisé par nos équipes. Vous y voyez une certaine complexité, mais surtout vous y voyez plusieurs dimensions.
en fait, si on zoome, on voit qu'il y a une dimension administrative, mais il y a aussi une dimension logement, une dimension santé, une dimension insertion professionnelle, une dimension accès au français. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça que la délégation interministérielle a été créée, c'est qu'il fallait travailler sur cette politique publique de façon transversale à travers tous les ministères. Et donc, l'objectif avec ce travail, c'est de démontrer, je dirais, voilà, la transversalité de l'accompagnement qu'il faut apporter au public. Et c'est aussi d'arriver à montrer qu'il y a une continuité du public demande d'asile et réfugiés. En fait, on a des personnes qui arrivent sur le territoire à un instant T, qui y restent pendant un certain temps, le temps d'avoir leur statut, et qui ensuite, avec leur statut, ont accès à énormément de droits, comme les Français. Donc, si vous avez des questions sur comment on peut accueillir et accompagner des demandeurs d'asile ou des bénéficiaires de la protection internationale, des réfugiés, n'hésitez pas donc à nous contacter ou à contacter la délégation interministérielle qui saura vous répondre sur voilà, la multiplicité des vecteurs d'accompagnement, si je dirais, et de toutes les structures publiques ou parapubliques qui sont mobilisées. Voilà un petit peu sur le cadre, l'introduction au public réfugié. Si Jeanne, tu en es d'accord. Alors oui, avant de démarrer sur réfugiés.info, on voulait juste vous faire un rappel également des organisations responsables à connaître. Donc les réfugiés, en l'occurrence, sont aujourd'hui pris en charge par les opérateurs et les institutions que vous voyez à l'écran. Donc, en premier lieu, le ministère de l'Intérieur. L'accueil des étrangers est une compétence régalienne. Donc, c'est aujourd'hui le ministère de l'Intérieur qui pilote cette politique publique par l'intermédiaire de la Direction générale des étrangers en France. Donc, c'est une des grandes directions du ministère qui s'occupe d'exécuter la politique du gouvernement. Il y a également donc, la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, la DIR, dont nous faisons partie, qui est une jeune délégation qui a été créée en 2018 pour justement amener de la transversalité dans la façon dont on allait piloter la politique d'intégration des réfugiés. Il y a également l'OFII, l'Office français d'immigration et de l'intégration, qui travaille sur concrètement comment fournir un logement et fournir des cours de français aux personnes qui obtiennent leur statut, donc qui travaillent sur tout le territoire et avec lesquels vous avez peut-être eu déjà des interactions. Donc évidemment, qui dit ministère dit préfecture. Ce sont aujourd'hui les DETS, les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui ont la compétence pour gérer notamment le budget du BOP 104 qui finance les actions en faveur de l'intégration. Donc les DETS ou les DRETS, parfois c'est traité au niveau régional. Donc voilà, c'est également eux vos interlocuteurs au niveau de chaque territoire. Et puis évidemment, l'État est accompagné par des opérateurs nationaux qui sont des grandes associations comme France Terre d'Asile, Adoma, Coalia, France Horizon, dont peut-être certains sont positionnés au sein de ces opérateurs. Et donc ce sont eux qui accueillent les publics en première ligne à différentes étapes de leur parcours. Évidemment, en premier, donc on l'a mis à la fin, mais parce que c'est quelque chose de spécifique. En France, l'organisme qui se charge de valider la demande d'asile ou de l'invalider, c'est l'OFPRA, donc l'Office français pardon, il y a une petite erreur, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui voilà, va venir étudier les propositions et les demandes d'asile et rendre un avis sur ce sujet. Donc, sur le site de l'OFPRA, vous aurez beaucoup d'informations également, notamment sur tout ce qui est de l'ordre de l'état civil et de la reconstitution des actes de naissance. Donc, si jamais vous avez ce genre de demande, l'OFPRA peut aussi être un interlocuteur privilégié. Voilà un petit peu sur le contexte. Est-ce que peut-être à ce stade, il y a d'autres questions? Oui. Voilà. Oui, donc un conseiller numérique parle aussi de la CNDA en cas de recours. Bien sûr, c'est manquant. La Cour nationale du droit d'asile
et l'institution qui va être chargée de gérer les recours si jamais l'OFPRA refuse en première instance une demande d'asile. Donc, ça peut être également auprès d'eux que vous allez devoir réorienter ou faire de l'accompagnement juridique ou réorienter vers un accompagnement juridique dans le cadre d'un recours à la CNDA. C'est bon? Ouais. Ok. Alors, donc nous sommes l'équipe de Réfugiés.info. Réfugiés.info, c'est un projet de la délégation interministérielle, la DIR, qui a démarré début 2019. Voilà, tout simplement, et qui a pour objectif de résoudre la problématique de l'accès à l'information des personnes réfugiées. Donc ça se traduit par aujourd'hui un service qui est en deux parties. D'un côté, une plateforme web qu'on va vous présenter, et de l'autre, une application mobile qu'on vous invite d'ores et déjà à télécharger. Réfugiés.info disponible, on vous donnera un QR code pour le télécharger. Bon, plutôt que vous présenter des slides, on préfère vous montrer directement l'outil. Et évidemment, de votre côté, n'hésitez pas à ouvrir un onglet et à explorer par vous-même. Donc, la plateforme est en ligne depuis fin 2019. Et donc, la particularité de Réfugiés.info, c'est de proposer de l'information traduite, de l'information administrative et de l'information pratique, qui est traduite en 7 langues, donc en ukrainien, en pashto, en anglais, en persan, dari, et en tigrinya, russe et arabe. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une traduction qui est faite de façon collaborative, comme l'ensemble des actions de cette plateforme. On est sur une plateforme qui est collaborative. On peut l'appeler le Wikipédia de l'intégration. L'objectif de cette plateforme, c'est de permettre à la fois aux réfugiés de comprendre les démarches administratives à travers des fiches d'information vulgarisées et traduites. On vous les montrera juste après. Et aussi de voir qu'est-ce qui est disponible autour d'eux pour s'intégrer. Donc, c'est de recenser les dispositifs d'accompagnement et d'intégration sur tout le territoire. Et pour cela, nous avons mis en place une logique collaborative. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, dans votre quotidien, si vous accompagnez une personne réfugiée, vous pouvez l'inviter à découvrir Réfugiés.info. Elle y trouvera de l'information sur tous les volets de l'intégration. Donc, vous avez par exemple l'apprentissage du français, l'accès aux papiers, aux documents administratifs, l'accès au logement, à la mobilité, me déplacer, trouver un travail, me soigner, donc tout ce qui est accès aux soins, apprendre un métier, tout ce qui est formation professionnelle, faire des études, aider une association, rencontrer des gens, occuper mon temps libre, découvrir la culture. Et on a également manger et me doucher qui renvoie vers Soliguide, qui va permettre de trouver des lieux d'urgence en cas de difficulté. Donc, l'objectif de Réfugiés.info, si on prend un exemple, c'est de trouver une information simple et traduite dans ma langue d'origine. Donc, typiquement, si je prends un exemple de fiche, comment ça se présente, en tout cas sur la version web, vous pouvez ici donc trouver un mot de recherche qui va vous permettre de créer une requête assez simple sous la forme d'une phrase. Donc, j'ai besoin de gérer mes papiers. J'habite à, par exemple, Dijon. J'ai entre 18 et 25 ans et je parle un peu français. Et de cette manière-là, vous allez venir filtrer les résultats. Donc là, vous avez 62 résultats sur 492 fiches disponibles et traduites en ligne. Donc, en l'occurrence, sur l'administratif à Dijon, vous avez ici deux types de résultats. D'un côté, des associations qui peuvent vous aider sur l'accompagnement juridique. De l'autre, vous avez des fiches démarches qui vont venir expliquer comment réaliser les actions les plus courantes pour accéder à des documents. Typiquement, comment acheter un timbre fiscal, par exemple. Donc, l'objectif de ces fiches, c'est d'apporter une première couche d'information accessible et ensuite de donner accès à la démarche en ligne ou à la démarche directement par téléphone ou d'expliquer qu'il faut se rendre à tel endroit, à telle préfecture, tel guichet pour démarrer la démarche. Donc, par exemple, sur acheter un timbre fiscal, on vient expliquer qu'est-ce que c'est un timbre fiscal, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse. Donc, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est très générique, donc vous n'avez pas beaucoup de critères. Et ensuite, comment faire? Donc là, vous avez deux options. Soit on achète un timbre fiscal en ligne, on explique en quelques bullet points, soit on achète un timbre fiscal dans un bureau de tabac.
Et ensuite, donc sur chaque fiche, vous avez un « et après ». Une fois qu'on a obtenu le timbre fiscal, qu'est-ce qui se passe? Plus généralement, comment on traite la fin de droit ou le renouvellement d'un droit ou d'un document. Donc ici, remboursement du timbre fiscal, dans les 2 cas cités précédemment. Donc ces informations sont normalement traduites. Alors ça, c'est une fiche qui est récente, donc elle n'est peut-être pas traduite dans toutes les langues. Donc vous allez avoir peut-être en arabe. Hop, voilà, donc là vous voyez, le site est passé entièrement en arabe, donc l'interface et les contenus sont en arabe. Donc vous pouvez voir ici, donc on fait renverser l'interface et on consulte l'information en arabe. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de Réfugiés.info, c'est que ça permet à des personnes qui ne sont pas encore lecteurs en français aguerris, hein. Le public des pays a une vraie problématique de barrière de la langue. Donc avec Réfugiés.info, on vient alléger cette barrière en permettant une traduction directement dans l'interface. Pour les personnes qui ont également des difficultés à lire, on peut écouter le texte. Je ne sais pas trop ce que ça va donner en termes de... Ouais, je pense que ça ne va pas fonctionner. Vous ne l'entendrez pas, mais je vous laisse le tester chez vous. Donc, vous activez le mode d'écoute. Voilà. Voilà, avec un peu de chance, vous avez entendu ça. Et donc, voilà, vous pouvez vocaliser les contenus. Donc, si vous manquez d'interprète ou que le dialogue est difficile, vous pouvez essayer de communiquer comme ça. Donc, Réfugiés.info, c'est un outil pour les réfugiés pour accéder à de l'information, mais c'est surtout un outil pour vous, pour faire de la médiation et arriver à faire de l'accompagnement augmenté. Donc, je repasse en français, car je dois vous avouer que mes compétences en arabe sont limitées. Voilà, donc pour une fiche démarche, vous en avez en l'occurrence 70 qui sont en ligne, donc sur toutes les thématiques, je vais vous les montrer. Donc ici, dans le moteur de recherche, vous pouvez accéder à différents filtres et ne voir que les démarches. Donc typiquement ici, sur toutes les thématiques, vous avez un certain nombre de démarches sur, par exemple, comment obtenir un logement Crous, comment s'inscrire à Pôle emploi, évidemment comment demander la nationalité française, comment se domicilier, ou par exemple comment faire reconnaître mon diplôme. Donc ça va correspondre peut-être à des demandes que vous avez déjà eues ou qui sont très fréquentes. Et c'est voilà, de cette manière-là que vous allez pouvoir accompagner déjà avec Réfugiés.info. Wino ? Tout à fait. Ce que j'allais vous dire simplement, c'est que vous avez toujours au début des démarches et des dispositifs une petite contextualisation de ce que c'est cette démarche. Ce n'est pas seulement comment faire, qui est une section en soi que vous trouverez ici facilement en 4 étapes et puis les explications de chaque, mais l'idée c'est aussi de donner un cadre à qu'est-ce que c'est cette démarche, pourquoi moi je ferai une validation de diplôme, mais parce que, et les raisons, donc c'est expliquées et traduites, peuvent être écoutées. Voilà. Ensuite, l'objectif, c'est qu'au-delà de la séquence d'accompagnement, c'est comment est-ce que vous pouvez donner cette information à la personne, au bénéficiaire, à l'usager, pour qu'il puisse la réutiliser chez lui, pour le faire gagner en autonomie, et en tout cas lui permettre de comprendre dans quel type de démarche il s'engage et d'avoir un peu une notice, un mode d'emploi au jour le jour. Vous pouvez tout simplement l'envoyer par SMS le plus fréquemment. Vous leur demandez leur numéro de téléphone, on ne récupère pas leur numéro. Simplement, ça va générer un SMS qui sera du coup directement dans leur téléphone. Ce qui est important pour vous à savoir, c'est que quand vous envoyez par SMS, c'est le numéro de téléphone de la plateforme qui s'affiche, ce n'est pas le vôtre. Donc, il n'y a pas d'enjeu que vous mettez votre numéro de téléphone ou que vous affichez votre identité pour la personne. C'est nous, la plateforme, qui s'engage à envoyer l'SMS. Et donc, ils auront un numéro. S'ils nous écrivent d'ailleurs, on pourrait continuer, nous, les échanges avec eux sur ce numéro de téléphone par lequel ils vont recevoir l'SMS. Voilà. Je profite rapidement pour peut-être répondre aux 2 questions sur ce point-là. Donc la question, Raphaël nous dit qu'on peut traduire n'importe quel site web à travers effectivement des extensions Chrome et d'autres navigateurs. Alors, tout à fait. Si jamais une des fiches n'est pas encore traduite dans une langue que vous demandez, vous pouvez faire cette traduction automatique que vous suggérez, Raphaël. Mais l'idée, c'est que le contenu sur Réfugiés.info, comme l'a expliqué Hugo, est traduit par des humains.
Donc, ce qui est un tout petit peu différent et qui met un tout petit peu plus de contexte sur la traduction proposée. Et donc, ce que vous avez quand une fiche est traduite par notre équipe, par les bénévoles et par l'expert linguiste qui passe sur le travail des bénévoles, c'est une traduction a priori de qualité et humain, surtout. Et effectivement, pour se dépanner, vous pouvez faire les traductions automatiques, mais ce n'est pas l'idée. C'est tout ce qu'on essaye de faire, proposer de la traduction humaine. Yasmina nous dit, ce sont des réponses généralistes ou spécifiques aux réfugiés, quand on parle de RSA ou naturalisation. Alors, une bonne question. Les fiches sur les RSA ou naturalisation ou d'autres questions, typiquement, je pense à, par exemple, ouvrir un compte bancaire. Alors, de titre, ça paraît une question généraliste qui peut être pour tout étranger d'une manière générale ou même pour une personne française qui a besoin de faire cela. Mais en fait, comme Réfugiés.info s'adresse aux personnes réfugiées statutaires, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a quelques spécificités pour les personnes réfugiées. Par exemple, quand vous allez ouvrir votre compte bancaire, vous avez besoin pour justifier votre identité peut-être d'un acte de naissance qui est délivré par l'OFPRA et non pas une pièce d'identité comme une personne française normale. Donc, on essaye d'apporter aux fiches qui peuvent de titre s'adresser à au-delà des réfugiés, mais quand même une touche d'information qui est très spécifique aux personnes réfugiées. Voilà. Donc, on parle potentiellement d'un document d'identité, ça peut être un récépissé de demande d'asile, etc. Ce genre de choses, ce sont vraiment des spécificités à notre public. Donc, on essaye d'adopter des fiches de droit commun à notre public qui a des réfugiés statutaires. C'est plutôt l'angle d'attaque, c'est on s'adresse à des personnes réfugiées avec leurs spécificités, même si on parle des démarches de droit commun. Dernier petit élément sur la plateforme web. L'objectif de cette plateforme, c'est d'être toujours à jour. Et pour que ce soit à jour et que ce soit un outil qui est utile et pertinent, pour ça, on a mis en place plusieurs mécanismes. Le premier, c'est que déjà, on est en toute transparence sur la dernière mise à jour de l'information. Vous voyez sur chaque fiche quand est-ce que la dernière mise à jour a été installée. Mais surtout, les autres éléments, c'est votre capacité à réagir sur l'information. C'est-à-dire que ce n'est pas un site institutionnel sur lequel on n'a aucun moyen d'accès, c'est vraiment un outil commun que nous mettons à jour tous ensemble. Concrètement, ça se matérialise comment? Ça se matérialise avec cette petite icône qui vous permet, donc évidemment, soit de lancer la vocalisation, mais soit surtout de réagir à l'information et de nous envoyer une réaction pour nous dire, avec vos mots, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a une information erronée, une faute d'orthographe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être encore plus simple, mieux écrit? Est-ce qu'il y a peut-être un paragraphe manquant sur de la contextualisation? Puisque c'est vrai que c'est ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'apporter des éléments sur la culture administrative pour les personnes réfugiées qui ne connaissent pas l'administration française. Donc, vous pouvez réagir et donc seront notifiés à la fois notre équipe, mais aussi les personnes responsables de cette fiche. Puisque, alors là, dans le cadre d'une fiche démarche, le fonctionnement est un peu plus spécifique. Nous avons mis en place un comité de la démarche accessible, qui est un groupe de travail ouvert dans lequel vous pouvez toutes et tous, vous pouvez rejoindre et qui, ce comité œuvre sur de la rédaction collective de fiches démarches. Donc ça, c'est quelque chose que nous animons au sein du projet. Et donc, toutes ces fiches sont coécrites par tous ces bénévoles. Mais si on parle d'une fiche dispositif, vous aurez donc la capacité de notifier l'association concernée pour l'informer d'une obsolescence, d'une erreur, de quoi que ce soit. Donc ça, c'est le premier vecteur de réaction. Oui, il y a une réaction? Oui, une réaction de Maïva qui dit je suis actuellement sur le site, sur notre ville, nous accueillons des Ukrainiens, cependant la traduction n'est pas à 100%. Oui. Effectivement, et je crois d'ailleurs que Florian a déjà quasiment répondu. Donc la langue ukrainienne a été ouverte sur Réfugiés.info il n'y a qu'un mois. Donc, c'est très récent, d'où le retard de traduction. On fait au mieux pour qu'on arrive à un bon pourcentage sur le contenu traduit en ukrainien. Donc, ça va arriver. Tous les jours, ce pourcentage avance. Ça, c'est une bonne chose. Et enfin, pour savoir comment voir quelle fiche est traduite en ukrainien et quelle fiche est traduite en arabe, etc., pour proposer du contenu déjà aux personnes, il faut savoir d'abord qu'on parle sur le site aujourd'hui, il y a
492 fiches d'une manière générale sur les 12 thématiques dans lesquelles on propose l'information. On vient dire simplement sur ce moteur de recherche, quand on clique sur tout voir, je veux plus de filtres et je veux voir les fiches qui sont traduites en ukrainien. Donc là, vous allez voir qu'il y a déjà 130 fiches qu'on a traduites en ukrainien en espèce d'un mois. C'est un énorme travail qui est fait par les... Donc, pour expliquer rapidement, faire une petite aparté sur la traduction. Sur réfugiés.info, vous avez 2 niveaux avant que l'information soit proposée pour tout le monde dans la langue sélectionnée. Vous avez le premier niveau qui est des bénévoles peuvent nous aider à faire un premier jet de traduction humain. Par la suite, on a un expert linguistique dans chaque langue qui revoit le travail des bénévoles et qui valide ou pas, qui l'harmonise ou pas, le travail pour que lui sera notre garant que l'information est bien traduite et harmonieux avec l'ensemble des mots qui reviennent suivant sur d'autres fiches et qu'il y a une expérience cohérente, une lecture assez humaine de tout le contenu. Donc, vous avez les bénévoles qui agissent, l'expert en traduction qui relie, qui valide. Une fois fait, la fiche est traduite. Et donc, jusque-là, ce travail a été fait 130 fois sur l'ukrainien, mais ça va continuer jusqu'à l'arrivée à quasiment 500. Et donc, soyez stay tuned, comme on dit, soyez attentifs à l'avancement des fiches. Et nous proposons tous les jours des nouvelles fiches à la fois en français et du coup, des nouvelles traductions aussi arrivent. Et si vous-même, vous avez une fiche à mettre, vous serez notifié à chaque fois que la fiche est disponible dans une des langues suite à la traduction par l'expert. Voilà. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, c'est 1,100 000 mots qui ont été traduits par des traducteurs bénévoles et confirmés par des experts linguistes sur réfugiés.info. Donc, c'est un modèle qui nous permet d'avoir une traduction de qualité, mais qui du coup nécessite du temps. Donc, on s'excuse par avance de ne pas avoir tous les contenus traduits, mais on préfère faire ça plutôt que de proposer une traduction automatique qui ne sera pas de bonne qualité. Je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés rapidement par la... Oui, on va accélérer. Qui sont intéressés par la traduction. Donc, sur la page d'accueil, si vous souhaitez traduire, alors vous avez deux manières de le faire. Soit vous cliquez ici sur « Aider à traduire les informations », donc « J'aide à traduire ». Et si vous le souhaitez, vous pouvez... hop là, ça bug un petit peu. Vous pouvez donc vous créer un compte à partir de cet espace. En fait, l'objectif, c'est de s'inscrire de manière à pouvoir facilement... je vais faire la démarche avec vous. Donc, Hugo, traducteur. Vous pouvez vous inscrire. Alors, il faut que je me crée un compte, pardon. Hugo, traducteur. Vous pouvez vous créer un compte et rapidement, vous pouvez naviguer jusqu'à l'espace de traduction. Donc, je vais mettre un email pour que ça fonctionne bien. Voilà. Et donc ici, dans votre espace en haut à droite, vous allez découvrir l'espace Mes traductions qui vous permet de participer à la traduction. Par exemple, si vous êtes anglophone, vous pouvez accéder donc à cette interface. Cette interface va vous permettre donc de choisir la fiche, le contenu que vous souhaitez traduire. Donc typiquement ici, par exemple, trouver un emploi ou une formation avec l'émission locale. Bon, en l'occurrence, elle a été traduite entièrement, mais je vais essayer de vous la montrer. Hop. En tant que traducteur, tu ne peux pas voir les fiches qui sont déjà publiées. Alors voilà, en anglais, on est trop loin. Voilà, en ukrainien, ça va être plus simple. Voilà, en anglais, on a tout qui est traduit. Donc voilà, en ukrainien, vous voyez, actuellement, il nous reste quelques fiches à traduire. Donc par exemple, avoir une première expérience professionnelle. J'ai cliqué sur la fiche et là, j'arrive sur un moteur de traduction qui me permet de traduire phrase par phrase l'interface et les contenus. Donc là, sans valider, je vais vous montrer l'interface. Voilà, je passe d'un paragraphe à l'autre et je peux ici éditer le texte dans la langue que je souhaite traduire. Donc ça, c'est un moteur qu'on a développé sur mesure pour ce projet et qui nous permet donc et qui permet à chacun de s'engager à son rythme. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez quitter, la traduction est enregistrée et donc vous pouvez y passer 10 minutes par semaine, 2 heures, vous pouvez vous faire une séance. Vous pouvez reprendre la fiche que vous avez démarrée et donc ça vous permet de vous engager bénévolement à votre rythme pour une cause d'intérêt général.
Je vais rapidement vous parler d'un dernier élément et ensuite on va peut-être passer à la suite. Est-ce qu'on aura un peu de temps pour l'application mobile? 5 minutes? OK. Donc tout simplement, si vous avez la moindre question au-delà de ce magnifique webinaire, vous pouvez nous contacter directement. Toute l'équipe est disponible pour vous répondre via le live chat qui est présent en bas à droite du site. Donc bonjour l'équipe. Voilà, ce ne sera pas un robot. Je pense que vous avez l'habitude des live chats. Ça vous permet donc d'interagir avec nous. Si vous avez des questions sur une orientation vers une information, si vous êtes en train de rédiger une fiche et que vous avez des difficultés, ou si vous avez voilà, la moindre question sur les process, on ne vous garantit pas de réagir à la minute, mais en tout cas, c'est un bon moyen de nous faire des retours et de nous poser des questions. Très rapidement, je voudrais vous inviter à télécharger l'application mobile. Cette application mobile, comment dire, elle est faite beaucoup plus pour les réfugiés. Donc, elle a été conçue par et pour les réfugiés. Donc, on a fait plus de 80 tests utilisateurs pour vérifier que l'ergonomie était adaptée. Et donc, je vais très brièvement vous la présenter. Merci beaucoup. Je profite entre-temps pour toutes vos bonnes réactions et les bonnes ondes que vous nous envoyez. Donc, c'est avec plaisir et on prend. N'hésitez pas à rester en contact. Nous, on adore, à travers notre live chat, être en contact avec nos usagers. Donc, pour le moindre des questions qui vous vient sur n'importe quel aspect du site, on sera ravis de répondre et ravis de vous guider pour une meilleure utilisation de toutes les espaces sur réfugiés.info. Hugo est prêt et l'application réfugiés.info va démarrer. Donc, hop. Voilà, donc le logo, c'est ce petit i avec les braquets avec voilà, réfugiés.info. Donc, si vous la trouvez dans les stores, n'hésitez pas, on vous mettra un QR code à la fin. Donc ici, vous démarrez l'application. Je vais prendre en français, mais vous pouvez d'ores et déjà choisir une autre langue. Et à partir de ce moment-là, vous avez donc la possibilité donc, de comprendre dans quoi est-ce qu'on s'engage. Voilà, ici, tu trouves tes informations pour les démarches administratives. Tu trouves aussi les associations et les activités à côté de chez toi. C'est une application officielle soutenue par le gouvernement. Toute l'application est traduite, pas besoin de payer. La grande différence avec la plateforme web, qui est plutôt pensée comme un outil pour vous, pour les aidants, pour les travailleurs sociaux, c'est que l'application mobile a vocation à créer un profil utilisateur. Donc, sans qu'ils aient à se créer un compte, ils peuvent choisir de filtrer l'information selon leur situation. Donc, par exemple, moi, je suis à Bordeaux. Voilà, je choisis Bordeaux. J'ai entre 26 et 100 ans. On n'est pas très exigeant. Et je parle un peu français, par exemple. Voilà. De cette manière-là, en fait, on a fait une sorte de pré-filtrage pour retirer toutes les informations qui étaient inadaptées au profil de la personne. Donc, on lui a allégé sa charge mentale, sa charge cognitive, pour accéder à de l'information qui la concerne vraiment. Donc ici, vous retrouvez les thématiques de la plateforme web avec une seule nouveauté qui est, enfin une spécificité, qui est que vous avez ici des sous-catégories. Donc ces sous-catégories, qu'on appelle nous des besoins, correspondent à une façon de regrouper l'information pour que ce soit plus clair. Donc typiquement, voilà, si vous avez besoin de les accompagner sur la gestion de leur statut, vous avez ici les démarches pour mon statut, toute la liste des démarches avec, dans l'application, quelques petites illustrations qui essayent de clarifier. Voilà. Si je me permets l'exemple flagrant de ce qu'il nous montre Hugo, imaginez-vous sur l'apprentissage du français, sur le site internet, vous allez voir en tant qu'accompagnateur tous les 80 offres d'apprentissage du français disponibles pour les personnes réfugiées. Sauf que comment quelqu'un peut sélectionner à travers ces 80 fiches? Eh bien, c'est simple. Est-ce que le but de l'apprentissage du français, c'est de commencer parce qu'on est débutant? Est-ce que c'est pour découvrir la culture, trouver un travail ou rejoindre l'université? Eh bien, une fois notre besoin sélectionné, on va voir que les 3 fiches qui nous concernent parce que ce que je veux, c'est apprendre le français pour travailler. Et dans ce cas-là, l'offre est beaucoup plus restreint et tant mieux. Et donc, on trouve une réponse à la question rapidement en passant par ces besoins par cette étape
exprimer mon besoin. Voilà, et dernière petite fonctionnalité avant de rendre le micro. Avec l'application mobile, vous pouvez permettre aux réfugiés de passer de sa langue au français en un seul clic. Donc en haut à droite, vous avez ce qu'on appelle nous le switch. Donc ce switch, il permet de configurer le français et une autre langue, donc par exemple l'arabe, et il permet de passer en un clic de l'une à l'autre, encore plus facilement que sur la version web. Donc de cette manière-là, on peut facilement jongler et voilà, en situation d'accompagnement, ce que la personne va vouloir consulter en arabe, vous pouvez le consulter en français et ainsi faciliter la médiation. Voilà donc pour l'application mobile. Il y a évidemment des fonctionnalités plus traditionnelles comme la capacité de mettre en favori. Ça, je vous laisserai découvrir par vous-même. Je pense qu'on a beaucoup dépassé le temps. On a explosé le temps. Je rappelle simplement que la recherche sur l'application mobile prendra en compte les fautes d'orthographe et prendre en compte la possibilité de rechercher dans sa langue d'origine quand je suis sur arabe, anglais ou autre. Donc, avec grand plaisir pour l'application mobile aussi. Merci beaucoup, désolé. Merci beaucoup, pas de souci, hein. C'était, je pense, très apprécié vu les messages du chat. Et si on a du temps à la fin, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, l'équipe peut vous répondre dans le chat ou on reprendra quelques questions à la fin. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Connexio. Donc Claude, prendre... Voilà, parfait. Oui, on vous entend, parfait. Rebonjour, et du coup je me représente en 2 mots pour ceux qui se sont connectés un peu tard. Je m'appelle Claude Faverger, je travaille pour une association qui s'appelle Connexio, que je vais vous présenter tout de suite. Du coup je vais vous partager l'écran. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Hop. Donc nous, on a une association qui a été fondée en 2016 par Jingo et qui a été fondée par cette personne-là parce qu'elle était immigrée chinoise aux États-Unis et qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait une connexion importante entre l'inclusion numérique et l'inclusion sociale et qui a fait un peu de l'inclusion numérique, du coup, son combat. Elle est arrivée en France parce qu'elle a fait, dans le cadre de ses études, un Fulbright, qui est une bourse qui permet d'aller en Europe. Et du coup, c'est la France qu'elle a choisie. Et c'est suite à ça qu'elle a décidé de monter son association, du coup, qui s'appelle Connexio. La vision de Connexio, favoriser un monde où chacun est inclus dans la digitalisation de la société. Je vous aurai de toute façon le PowerPoint, donc je ne vais pas évidemment vous lire l'ensemble des slides. Mais ce qui est important, c'est que donc nous, on travaille de 3 manières. La première étant ce qu'on appelle l'alphabétisation numérique. Donc, dans ce cadre-là, on propose des formations aux compétences numériques de base avec 3 parcours que je vais vous présenter un peu plus loin. Ce qu'on appelle les compétences de demain, on propose une initiation aussi au code, du coup, pour des gens qui se posent la question de devenir éventuellement à un moment développeur web et du coup qui veulent voir si concrètement les langages informatiques, ça les intéresse. Et on travaille autour de la question des métiers en tension. Donc, pour le coup, on propose des formations certifiantes qui délivrent des diplômes pour des gens qui veulent devenir soit technicien système réseau, soit développeur web. La spécificité de notre association, c'est que on travaille pas que, mais principalement avec les personnes réfugiées, avec ou sans statut pour le coup. Du coup, nous, on accepte les gens qui n'ont pas de statut, qui sont en demande d'asile, mais qui n'ont pas encore eu leur statut. Et du coup, au moment où ils arrivent chez nous, on ne sait pas s'ils pourront l'obtenir ou pas. Et du coup, on va en reparler, mais ça nécessite un accompagnement un peu différent, parce que des gens qui n'ont pas les papiers n'ont pas accès à grand-chose finalement en France, professionnellement parlant, j'entends. Ce qu'on propose, donc sur la spécificité du travail avec les personnes réfugiées, on propose un accompagnement global. En fait, on travaille par le biais de partenariats. Les gens n'arrivent pas chez nous tout seuls. Et puis, de toute façon, ça ne fonctionnerait pas, parce qu'au départ, ce sont des gens, quand ils arrivent en France, qui parlent effectivement pas la langue. Et du coup, on travaille avec tout un réseau d'acteurs qu'on va vous présenter, qui orientent chez nous les personnes. Et ce qui fait qu'on propose, nous, on n'est qu'une brique dans l'accompagnement des personnes. On est la brique numérique dans un accompagnement plus global des personnes qui vont être accompagnées selon ce qu'ils veulent faire et leurs projets, et là où ils en sont aussi dans leur arrivée en France, par différentes associations qui vont pouvoir soit leur permettre d'avoir des parcours sociaux et linguistiques en leur proposant des cours de langue, en leur proposant de s'intégrer socialement par le biais d'associations, par le biais de communautés qui leur proposent des sorties ou ce genre de
chose, ou alors des accompagnements professionnels, soit du coup par le biais de formations professionnelles dans tous les secteurs, puisque ce que je vous disais, c'est que nous, notre formation compétences numériques de base, en fait, elle ne fait pas des informaticiens, elle fait juste que les gens sont à l'aise avec un ordinateur, ce qui est maintenant quand même assez nécessaire en France, même avant d'avoir un boulot pour rechercher un emploi. Et du coup, des accompagnements aussi pour des gens qui ont des projets d'auto-entreprise et du coup qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour intégrer nos formations, il faut que les gens aient un niveau A2 de français, puisque nos formations sont dispensées en français. En fait, on dispense les formations en français parce que comme on vise l'insertion professionnelle des personnes en France et que du coup, dans leur environnement de travail, les gens seront amenés à travailler en français et donc avec la langue française, on fait le choix on switch en anglais vraiment quand on n'arrive pas à faire différemment, mais on fait le choix vraiment d'outiller aussi les personnes sur le vocabulaire informatique en français. On propose aussi des accompagnements en sortie de programme. Donc l'accompagnement global dont je vous parlais, ça veut dire que soit quand les gens arrivent chez nous, ils sont pris en main par d'autres biais, par d'autres acteurs sur d'autres champs que le numérique, soit ils arrivent chez nous après avoir été pris en main sur un autre champ et du coup on les accompagne aussi quand ils ont fini avec nous en leur proposant des accompagnements dont je vous parlerai aussi avec d'autres types d'acteurs. Et ce que je vous disais tout à l'heure, la particularité de Conexio, c'est qu'on intègre sur nos programmes des personnes avec ou sans autorisation de travail. Sur nos programmes non certifiants, c'est-à-dire sur nos programmes solidaires, sur nos programmes certifiants, il faut que les gens aient des autorisations de travail parce que ce sont des formations en alternance. Les prescripteurs, donc toutes les personnes qui nous orientent, des réfugiés ou des demandeurs d'asile, ce sont Each One. Vous verrez à chaque fois sur le PowerPoint, du coup, vous avez le lien, ça vous permettra d'accéder directement au site de tous ces partenaires. Du coup, Each One travaille avec des entreprises et propose des formations. On collabore très, très souvent avec eux. On va les voir et du coup, on présente un peu ce qu'on fait aux personnes avec lesquelles ils travaillent. Each One, quand ils envoient des gens chez nous, souvent, les gens, à l'issue d'être avec nous, retournent encore chez eux. Singa, spécifiquement sur la création d'entreprises. Aurore, du coup, qui accompagne vers l'autonomie les personnes. Et là, on n'est pas sur des aspects insertion professionnelle seulement. Il les aide à trouver des hébergements, il les aide à avoir accès aux soins et du coup, notamment à faire les demandes de toutes les cartes. Vous savez, les AME, les CMU, tout ce qui fait qu'on peut bénéficier de prise en charge de soins quand on n'est encore pas forcément statutaire. France Terre d'Asile, sur l'organisation des premiers accueils et du coup qui prépare aussi via l'apprentissage de la langue et l'aide au logement. Donc là encore, on est sur des choses plus larges que l'insertion professionnelle. Et Emmaüs, Action sociale et insertion, qui travaille pas qu'avec les réfugiés, mais aussi avec les réfugiés. Et Action emploi réfugiés, qui du coup mettent en relation les réfugiés et les employeurs. Pour le coup, là, ça concerne aussi des gens qui ont déjà le statut et qui ont du coup des papiers. Ce qu'on propose, nous, donc, dans le cadre de nos formations, on a 3 formations aux compétences numériques de base qui font chacune 20 heures. Une première formation qui est pour des niveaux débutants, donc ça s'adresse à des gens vraiment qui n'ont jamais ouvert un ordinateur, ni dans leur pays, ni ici, et qui du coup maîtrisent pas du tout la souris, maîtrisent pas du tout le clavier, souvent qui font des choses sur leur téléphone, mais qui savent pas spontanément transposer du coup du téléphone à l'ordinateur, qu'on revoit vraiment les fondamentaux, le fonctionnement, comment ça marche, comment on navigue sur Internet, autonomie sur un ordinateur. En vrai, on commence et c'est de l'initiation parce qu'à la fin de 20 heures sur une formation débutant, ils ne sont pas autonomes. Ils commencent à avoir des notions, mais s'ils veulent être autonomes, il faudra qu'ils arrivent sur le niveau d'après. Et capacité à effectuer des démarches personnelles ou professionnelles simples. Du coup, maintenant, tout est numérisé pour aller sur le site de la Sécurité sociale, pour se faire un dossier personnel chez Pôle emploi, pour demander, je ne sais pas, déclarer ses revenus pour le trésor public, même pour demander ses papiers. Maintenant, la plupart du temps, les gens déposent des dossiers en ligne, donc il faut qu'ils se sentent un peu en confiance pour réussir à gérer toutes ces choses-là. La question de la confiance, c'est une vraie question. Souvent, les gens se font tout un monde de ce qu'est un ordinateur et ils ont l'impression que s'ils appuient sur un mauvais bouton, ça va exploser. Enfin, il y a vraiment un travail au-delà de la compétence technique sur la confiance en soi. Mais Jennifer, ça, elle vous en reparlera. On a un deuxième niveau qui fait 20 heures aussi, qui est un niveau intermédiaire, où là, on rentre plus concrètement dans la question de l'insertion professionnelle, où ils naviguent sur Internet, mais ils vont aller voir comment ils font pour trouver
une offre d'emploi sur Internet, comment ils peuvent y répondre, comment ils peuvent joindre une pièce à leur mail, comment ils peuvent se faire un profil sur LinkedIn, par exemple, ou sur Indeed. Sécurité, protection des données, utilisation de la boîte mail et logiciels. Et ensuite, un niveau avancé avec 2 options possibles. Un niveau avancé sur les tableurs, donc Excel, et un niveau sur les essentiels du web où ils approfondissent la question de la navigation. Chacun de ces niveaux est dispensé en soirée de 19h à 21h, pris en main par des bénévoles. Et du coup, ça permet à des gens qui travaillent, notamment, de pouvoir accéder à ces formations-là et d'y venir après le boulot. Ça dure pendant 5 semaines et on leur propose 4 heures par semaine. C'est pédagogiquement ce qu'on trouve qui fonctionne le mieux. Du coup, 4 heures par semaine, de l'ordre de 2 fois 2 heures, avec à chaque fois une journée au milieu. Par exemple, les gens, ils ont soit formation informatique les lundis et mercredis de 19h à 21h, ou alors les mardis et jeudis de 19h à 21h, ou alors en journée. Du coup, depuis l'arrivée de nos conseillers numériques, et c'est ce que Jennifer fait et c'est ce qu'elle vous présentera, on a pu enfin mettre des cours en journée, ce qu'on ne pouvait pas faire quand c'était que pris en main par des bénévoles, puisque du coup les bénévoles travaillent en journée. Ce qui permet que des gens qui n'avaient pas accès jusqu'alors, et notamment par exemple des femmes qui avaient des enfants à garder en soirée, puissent accéder à nos formations. S'ils font tous les niveaux, du coup ça fait 60 heures de formation. Et on a un programme d'initiation au code, dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait 20 heures aussi et qui est dispensé de la même manière, et qui s'appelle DigiStart. Donc c'est 19h, 21h aussi, et c'est 4 heures par semaine. Et là où les gens découvrent les langages, HTML, CSS, JavaScript, et où du coup là, ça peut déboucher sur une formation certifiante. Et du coup, de fait, on a très peu de gens sans statut qui intègrent la formation DigiStart. Sur Digital, on a une majorité de gens sans papier qui intègrent les formations Digital. Et donc, du coup, on est aussi très souvent confronté aux questions de ces personnes-là sur les questions de régularisation, de comment je fais mes démarches, de quand j'ai un refus, comment je fais. Nous, directement, on ne gère pas ça. Mais on renvoie les personnes aux bons interlocuteurs et on débloque les personnes si sur la question de l'informatique et du numérique, il y a des choses qu'on peut débloquer. Je voyais dans le chat quelqu'un qui disait il y a des gens professionnels qui s'occupent de l'action de l'accès au droit, etc. Et nous, on est tout à fait d'accord, on n'a pas la compétence pour faire ça. Donc, effectivement, on renvoie les personnes aux gens qui ont la compétence de faire ça et dont on va parler aussi plus loin. On va débloquer. Du coup, en sortie de formation, les gens avec lesquels on travaille, je ne sais pas trop où j'en suis du temps, du coup, Duo for a Job. En fait, les gens que je vais vous présenter là, souvent, ils accompagnent après les personnes dans un système de mentorat. Mentorat, ça veut dire que c'est vraiment de l'individuel. Nous, nos formations, elles sont collectives. On a dans chacune de nos formations entre 6 et 8 personnes. Du coup, en sortie de parcours, on leur propose des accompagnements individuels par les personnes. Donc, Duo for Job, la spécificité, c'est qu'ils accompagnent les jeunes principalement. Il faut avoir moins de 33 ans. Et que, du coup, ça dure 6 mois. Vous pourrez lire l'ensemble des choses, mais ce n'est pas que les réfugiés. Donc, ils travaillent avec plein de types de personnes. Ils ne sont pas professionnellement plus compétents avec des réfugiés qu'avec d'autres types de personnes. Donc, ils sont très compétents pour accompagner les gens d'une manière générale dans les démarches d'accès à l'emploi, d'accès à l'alternance, etc. Mais par exemple, il n'y a pas de cours de langue ou il n'y a pas de focus sur les codes culturels, ce qu'on retrouve avec d'autres mentors. Codico, des gens avec qui on travaille beaucoup, tout public réfugié avec niveau français A2. Donc eux, ils s'adressent spécifiquement pour les réfugiés, mais de tous les âges. Ils ne font pas de cours de langue, du coup c'est du mentorat avec des salariés d'entreprise et des ateliers. Donc normalement, on rentre à Codico avec un niveau de français A2. Dans les faits, souvent, on a plutôt des gens qui ont un niveau A1++, et du coup, ce qui fait que le suivi est très individualisé pour que ça fonctionne, parce que sinon, ça fonctionnerait assez difficilement. Action emploi réfugiés, du coup, sont pour des personnes qui n'ont pas de projet particulier au moment où ils arrivent là et où on va les aider justement à définir un projet professionnel. Singa, c'est aussi un partenaire avec lequel on travaille énormément. Eux, ils sont vraiment spécialisés dans l'accompagnement à la création d'entreprises et des projets d'auto-entrepreneurs. Et eux, ils travaillent aussi avec d'autres associations qui vont venir ajouter aussi des choses à leur proposition à eux. Et par exemple, ils travaillent avec des associations qui vont aider à la prise en charge d'un permis de conduire, qui vont aider à trouver des bourses, par exemple, pour le fondement des entreprises. Enfin, eux, ils sont sur l'aspect vraiment technique et pratique. Et ensuite, ils s'entourent de plein de monde pour gérer tous les aspects autour qui sont nécessaires.
Each One, aussi des gens avec qui on travaille très souvent, vous lirez, mais ils ont plusieurs programmes. C'est pour des profils très particuliers parce que par contre, c'est plutôt pour des gens qui ont des diplômes, donc des diplômes dans leur pays. Mais du coup, c'est des accompagnements où ils vont travailler beaucoup sur les questions de la langue. Ça débouche pas nécessairement très vite sur un emploi parce que le principe, c'est d'essayer de faire que les gens reprennent confiance en eux et qu'ils découvrent un peu tout ce qui a trait à la culture. Qu'est-ce qui fait que c'est différent en France pour chercher du travail, pour m'adresser aux personnes. Ici, par exemple, il y a une culture du diplôme très important et bien plus importante que la culture de l'expérience et c'est pas vrai partout. Enfin voilà, c'est avoir tous ces codes-là. Et enfin, du coup, pour des gens qui sont... Ah, et si quand même, ce qui est intéressant, Each One, c'est un accompagnement qui est accessible aux personnes qui n'ont pas de papier. Donc, des gens qui n'ont pas le statut peuvent entrer sur ces programmes de formation. Pareil, hein, vous verrez, à chaque fois, il y a des liens. Du coup, quand vous cliquerez... Pardon, je le fais là, mais... Enfin, voilà. Donc, vous voyez, quand vous cliquerez sur les liens, du coup, vous aurez à chaque fois des infos beaucoup plus précises et vous arriverez directement sur les sites des partenaires en question. Et enfin, du coup, sur des accompagnements, l'accès au droit, il y a la CIMAD. Pour des cours de langue en collectif ou en particulier, c'est payant par contre, il y a l'association qui s'appelle Causons et il y a l'association qui s'appelle Kabubu, où là, pour le coup, on est vraiment sur de l'insertion sociale, rencontrer des gens et faire du sport. Parce que la grosse différence, c'est ce que je vous disais un petit peu dans le début de mon discours, entre des gens qui ont le statut et des gens qui n'ont pas le statut, c'est que notre objectif pour des gens qui ont un statut de réfugié, c'est l'insertion socio-professionnelle en France. Pour des gens qui n'ont pas le statut et pas le droit de travailler, notre objectif, c'est l'insertion sociale, c'est-à-dire permettre à des gens d'avoir accès à des activités, de rencontrer des personnes, d'apprendre à parler la langue française, de se repérer dans les institutions, de se repérer dans les institutions, ce qui permet aussi de se repérer dans toutes les questions de l'accès au droit, etc., de rencontrer des gens et du coup d'avoir à un moment dans leur journée quelque chose à faire. On propose aussi, dans le cadre de toutes nos formations, ce qu'on appelle des ateliers soft skills, où on organise, pour tous ceux qui le souhaitent, une fois qu'ils sont inscrits chez nous, on leur envoie l'information à chaque fois, des journées, par exemple, dans des musées, où on va visiter des choses, où on fait des ateliers confiance en soi, où on fait des ateliers langage corporel, où on fait ce genre de choses. Voilà, pour moi. Je pense que j'ai parlé un peu vite. Je vais... Un petit peu de temps, oui, on peut... Je regarde s'il y a des questions. Alors, est-ce qu'il y a de futures ouvertures d'antennes dans d'autres villes en France? On est dans 3 villes en France. Donc, Codexio, on a été fondé à Paris au départ. On est aussi aujourd'hui à Bordeaux et on est aussi aujourd'hui à Lille, avec la spécificité à Lille et à Bordeaux où on a seulement les programmes solidaires. Il n'y a pas encore de formation certifiante dans ces 2 villes-là. On a probablement une antenne qui va incessamment sous peu s'ouvrir à Nantes. Et à Paris, on a aussi quelque chose de très nouveau depuis très récemment, c'est ce qu'on appelle des formations sur mesure. Les formations sur mesure, ça veut dire que ce sont des entreprises ou des associations qui nous commandent sur le volet numérique des formations très spécifiques. Et on travaille beaucoup avec des acteurs de l'insertion professionnelle, notamment dans le cadre de ces formations-là, parce que le principe, ça va être de dire les gens, s'ils gagnent en autonomie numérique, du coup, ils vont d'une part être plus efficaces dans leur travail, mais aussi ils vont pouvoir prétendre à de la promotion dans leur cadre professionnel, beaucoup plus que du coup s'ils ne maîtrisent pas du tout l'ordinateur. Et dans ce cadre-là, on fait aussi des choses sur les smartphones, on fait aussi des choses sur les tablettes, on fait des choses voilà, de ce côté-là. Et aussi rajouter que du coup, grâce maintenant à l'implication des conseillers numériques, on va travailler sur tout l'été. Donc nous, chez nous, les conseillers numériques sont arrivés au mois de janvier. Du coup, c'est très récent qu'on ait des cours en journée, une prise en main. Enfin, ça a changé quelque chose de très important pour le suivi des personnes et du coup, notamment pour le suivi des personnes réfugiées. Avant qu'il y ait des conseillers numériques, quand c'était des bénévoles qui encadraient les formations, par exemple, s'il y avait formation le lundi et le mercredi, de 19h à 21h, c'était 2 bénévoles le lundi de 19h à 21h et 2 autres bénévoles le mercredi de 19h à 21h. Parce que c'est extrêmement compliqué de demander aux gens de se mobiliser plus de 2 heures dans la semaine. Maintenant qu'il y a des conseillers numériques qui sont chez nous et qui prennent en main ces formations-là, ils suivent les gens du début à la fin. C'est-à-dire que du coup, s'il y a cours de 10h à midi les lundis et mercredis, c'est tout le temps le même ou les mêmes conseillers numériques avec le même groupe. Et du coup, ça a permis une qualité de suivi qui s'est décuplée parce que les gens sont vraiment pris en main du début à la fin et avec aussi la possibilité, mais ça c'est pareil, je pense que Jennifer pourra mieux vous en parler,
de continuer à accompagner quand c'est nécessaire en dehors des formations les personnes et de débloquer sur des choses plus individuelles par exemple. Et ça, c'est assez flagrant parce que sur les cours, du coup, en fait, je vous ai présenté 3 niveaux de formation, débutant, intermédiaire et avancé. Une fois que les gens sont rentrés chez nous, ils sont prioritaires pour aller sur le niveau d'au-dessus. Dans le cadre des formations qui sont encadrées par les bénévoles, on a à peu près 45% de personnes qui passent d'un niveau à l'autre. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont chez nous, du coup, ils passent sur les niveaux d'au-dessus. Depuis qu'on est avec les conseillers numériques, c'est quasiment toutes les promotions qui poursuivent d'un niveau à l'autre parce que du coup, ils ont, il y a une relation qui se crée entre leurs formateurs et eux, qui est vraiment une relation de confiance et qui fait que les gens, ils commencent au niveau débutant et ils vont à la fin jusqu'à Excel. Donc ce suivi-là, il est quand même assez dingue et particulièrement sur les publics de réfugiés qui sont des publics qui ont besoin de relations de confiance et qui sont des publics fragilisés. Je ne sais pas si c'est un très beau mot de les dire comme ça, mais en tout cas qui ont vraiment besoin de reprendre confiance en eux et qui du coup ont besoin de ce repère un peu stable et fiable, d'identifier les gens avec lesquels ils vont être pris en main en permanence, du coup pour accrocher et rester du début à la fin avec tous sur les formations. Du coup, ça a ajouté une valeur énorme. Et ce que je voulais dire, c'est que, et en plus d'ajouter ça, ça permet que les conseillers numériques maintenant arrivent à détecter des besoins auxquels on ne répond pas aujourd'hui dans nos supports de cours, et du coup vont pouvoir travailler eux aussi à concevoir de nouveaux supports de cours de 2 heures plus adaptés du coup au public spécifique avec lesquels ils travaillent et qui pourront venir renforcer ce qu'on propose actuellement. Parfait, merci Claude. On a une question de Sylvain auquel Jennifer a déjà un petit peu répondu sur le taux d'abandon des apprenants étrangers au sein des formations. Alors, c'est pas évident d'y répondre parce que c'est très différent du coup selon s'ils sont en soirée, s'ils sont en journée, s'ils ont des papiers ou s'ils n'ont pas de papiers. En soirée, on a un taux important d'abandon. On est quasiment à 50% sur une formation et du coup, on le sait, sur une formation qui commence avec une dizaine de personnes, on sait qu'à la fin, on aura 4 ou 5 personnes. Des fois pour des questions de langue, parce que ça nous arrive d'accepter les gens à un niveau un petit peu en dessous que notre niveau A2, ce dont je vous parlais au début, et qui en fait, ça va être trop compliqué et du coup, ils vont abandonner. Des fois, excusez-moi, pour des questions de trouver du travail entre-temps, puisque souvent, ce sont des gens qui sont dans une dynamique de recherche d'emploi et du coup, on a des gens qui sont en plein dedans au moment où ils intègrent nos formations et donc ils cherchent un boulot entre-temps. Et ils trouvent un boulot entre-temps. Ça arrive aussi qu'on ait des abandons parce qu'on n'a pas forcément bien identifié. Alors en fait, l'une des difficultés qu'on a aussi, quand les gens s'inscrivent chez nous, on fait ce qu'on appelle un entretien de positionnement, ce qui nous permet de situer leur niveau en informatique et du coup de les positionner sur l'un ou l'autre des niveaux qu'on propose. Et ce qui nous arrive principalement avec les gens étrangers, justement, c'est que des fois, on se rend compte que la personne, elle a une maîtrise à peu près de l'outil informatique, mais pas en français. Et que du coup, elle ne maîtrise pas du tout le vocabulaire enregistré sous, sauvegardé, logiciel, et que du coup, si on la met dans un cours avancé, elle va se retrouver rapidement mise en échec parce que tout le vocabulaire français de l'informatique va lui rendre extrêmement compliqué le truc. Et donc, on discute avec les personnes en général du fait de les mettre plutôt sur un niveau intermédiaire pour bien acquérir le vocabulaire et pour bien se renforcer sur cette question-là avant d'aller sur avancé. Et souvent, c'est ce qu'elles ont envie de faire. Et du coup, ça marche très bien parfois. Et des fois, ça marche moins bien parce que finalement, avant 5 semaines, au bout de 3 ou 4 semaines, les gens maîtrisent bien le vocabulaire, du coup, puisque c'est régulièrement le même, et ils s'ennuient sur la question informatique. Et du coup, ils décrochent. Et du coup, ils reviennent pour qu'on les remette sur la formation du niveau d'après, sur le moment d'après. On a beaucoup moins d'abandon, encore une fois, sur les cours en journée, pris en charge par les conseillers numériques. Parce que du coup, la relation, elle est beaucoup plus personnelle et individuelle. Et que du coup, quand les gens ne viennent pas, les conseillers numériques les appellent, prennent le temps de leur téléphoner, de leur envoyer un mail, de leur envoyer un message. On a beaucoup moins de gens qui ne viennent pas en cours avec les conseillers numériques sans prévenir que sur les cours des bénévoles le soir. Donc, je vous dis, ça a vraiment ajouté quelque chose, ça a changé beaucoup de choses, et notamment pour l'intégration des personnes réfugiées, l'arrivée chez nous des conseillers numériques et des cours en journée.
Et peut-être une dernière question de Yasmina avant qu'on passe la parole à Jennifer. Est-ce qu'à l'instar de l'ethnopsie, un ethno-conseiller numérique éviterait ce taux d'abandon pour les raisons linguistiques évoquées et en amenant peut-être autant que possible vers une communication en français, mais pas que pour lever les freins? Est-ce que c'est envisagé? Chez nous, ça l'est pas parce que du coup, nous, notre expertise alors déjà, on n'a plus le droit d'avoir plus de conseillers numériques puisque comme vous devez tous savoir, on a un nombre de conseillers numériques, qu'on nous attribue au départ et une fois qu'on a notre quota de conseillers numériques, on n'a pas le droit d'en avoir plus et aussi parce qu'on veut pas se disperser sur, les compétences et sur ce qu'on fait et sur, l'activité qu'on propose et qu'on préfère s'entourer de partenaires qui ont des choses spécifiques et du coup qui vont nous permettre, d'ajouter des cordes à notre arc, si je puis dire, que plutôt, on travaille beaucoup avec des gens qui travaillent sur les questions linguistiques et c'est une question qui est un peu permanente et du coup et notamment, on va travailler là sur la mairie du 10e, on va commencer des choses à Paris avec, où on va faire un binôme entre notre conseillère numérique à nous et une autre conseillère numérique du coup de l'arrondissement, du coup qui elle a une compétence davantage linguistique et sur la question de la langue et de la maîtrise de la langue et on va les mettre ensemble pour qu'elles arrivent à travailler sur ces questions-là. Mais nous pour le coup, c'est vrai que dans l'activité qu'on met en place, c'est sûr qu'on a besoin plus d'avoir des gens qui sont compétents sur le volet numérique et du coup qui maîtrisent très très bien cet accompagnement-là et que on peut pas se disperser sur beaucoup de volets. Mais c'est une vraie question en fait et qui revient tout le temps. Ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir laisser la parole à Jennifer et s'il nous reste un petit peu de temps à la fin, évidemment, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat et on y répondra en direct. Donc Jennifer, si tu es prête, je te laisse la parole. Bah, merci beaucoup. J'avoue que c'est compliqué de passer après réfugiés.info et toute la présentation, donc je vais essayer de faire court. Et je vais peut-être répéter des choses, je vais peut-être dire des choses assez généralistes aussi que vous savez déjà. Donc n'hésitez pas. En tous les cas, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas, je prends. Donc pour refaire un petit point sur Connexio, effectivement, alors il y a un petit souci, c'est qu'on ne fait pas de médiation ou très peu de manière ponctuelle après les cours quand un apprenant a besoin d'aide pour, je sais pas, dépanner un smartphone ou une petite recherche administrative. Donc c'est un peu de la médiation sous le manteau. Donc enfin c'est dit méchamment, mais voilà. Mais c'est un tout petit peu de médiation en fait. On fait essentiellement des ateliers de débutants à avancés, comme vous avez pu le voir, et on fait en journée. Donc comme le disait Claude. Voilà. En tous les cas, pour revenir à la médiation, si vous avez des petites choses à nous partager, à nous faire partager, n'hésitez pas. Voilà. En tous les cas, et d'ailleurs, en parlant de la médiation, à partir du moment où les apprenants nous demandent, souvent il y a des questions qui reviennent. Dans ce cas-là, on essaye de mettre à jour un espèce de tableau avec pas mal d'associations, des acteurs sur lesquels on peut renvoyer ensuite. Enfin voilà, c'est pas très français. Je suis désolée, je suis un peu en stress. Du coup, chez Connexion, on fait des ateliers de 20 heures. Donc, comme vous avez pu le voir, 2 fois par semaine, 2 fois 2 heures par semaine, pendant 5 à 6 semaines. Donc, c'est un format assez intensif, surtout pour des gens qui ne maîtrisent pas toujours la langue. Et en plus, c'est parfois assez court aussi pour tout assimiler au niveau de la maîtrise de l'informatique. Voilà, et puis c'est des gens qui n'ont pas spécialement de PC et qui n'ont pas spécialement l'habitude d'aller à la bibliothèque ou d'aller dans des endroits avec des PC à disponibilité. Donc voilà, c'est pas toujours facile. Et puis, comme le disait Claude aussi, on a un public assez large. Ça va du sans-papier aux citoyens français, en passant par des gens demandeurs d'asile, des réfugiés. Enfin, c'est assez vaste. Donc, non seulement on a beaucoup de gens en atelier, enfin, beaucoup de gens, non, mais non seulement c'est pas individuel, mais en plus, c'est assez varié. Voilà. Donc, pour revenir à la langue, franchement, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter dans le chat. Pour revenir à la langue, du coup, on demande effectivement le niveau A2 au minimum parce que déjà, c'est pas évident de maîtriser le français. Mais comment dire, d'une part, le français, c'est assez global puisqu'il y a l'oral qui est déjà pas évident à maîtriser. Il y a l'écrit. Alors, quand on fait comme le disait Claude, on fait des petits tests de diagnostic pour savoir à peu près le niveau de la personne sur la maîtrise du PC. Dans ces cas-là, donc déjà, on essaye de voir à peu près le niveau de français oral. Au niveau de l'écrit,
au fond, on ne regarde pas. Il y a souvent des fautes d'orthographe, mais on s'en fiche un peu. On regarde surtout le niveau de frappe, si la personne est à l'aise avec le clavier. Mais ce qui pose problème et dont on ne se rend pas spécialement compte au moment des ateliers, c'est le niveau de lecture. Et parfois, c'est assez... Enfin, la personne peut très bien comprendre à l'oral, mais comment dire, ça peut poser problème au moment de la manipulation du PC. Déjà, elles sont souvent stressées parce qu'elles ont peur que le PC explose. Mais en plus, des fois, elles sont complètement perdues au niveau de la lecture. Soit c'est très lent, soit elles sont complètement perdues. Bon, souvent, on est deux en atelier, mais il arrive que parfois on donne une consigne et qu'on soit obligé de repasser vraiment de manière individuelle à côté et de tout réexpliquer, faire un pas à pas. Et c'est compliqué parce c'est un groupe et du coup, on n'a pas toujours le temps. Et du coup, soit on propose à la personne de refaire le niveau, soit de reprendre des cours de français pour qu'elle prenne bien le temps aussi d'assimiler les choses. Voilà. Mais c'est assez impressionnant parfois parce que on a l'impression que c'est un problème visuel. Parce que par exemple, on avait un apprenant débutant, je ne sais pas, je lui disais clique sur la croix et il était complètement perdu. Alors c'est peut-être le stress encore une fois et tout ça, mais parfois c'est assez déroutant. Voilà. Sinon, en plus du français, c'est vrai que les ateliers en informatique, ils sont assez, comment dire, on leur demande beaucoup de choses puisqu'on leur demande à la fois de maîtriser le français, on leur fait apprendre un nouveau langage qui est le langage assez technique de l'informatique et en plus, parfois on leur demande quand même de maîtriser un certain jargon administratif. Ça fait beaucoup de choses à assimiler d'un coup, quoi. Voilà. Donc, ce qu'on essaye de faire, du moins pour tout ce qui est technique et langage informatique, c'est de répéter les mêmes termes à chaque fois. Par exemple, pour la fenêtre d'ordinateur, c'est par exemple, on dit réduire, rétrécir, agrandir, fermer la fenêtre. Et j'avoue qu'une fois, dans ma tête, je suis allée très vite. Et au lieu de dire quitter un logiciel et fermer la fenêtre, j'ai fait quitte la fenêtre. Et du coup, la personne a fait quoi? Alors déjà, c'était pas très français, je l'avoue, mais elle était complètement perdue du fait que j'ai employé le verbe quitter. Et enfin bref, voilà. Donc faites attention à vos mots. Voilà. Donc ce qu'on essaye de faire en tous les cas, c'est d'être à la fois régulier au niveau des ateliers et à la fois régulier dans les termes employés. Voilà. Sinon, au niveau des cours, donc comme je disais, on est souvent seul, mais on est quand même parfois en binôme. C'est l'idéal de binôme. On va pas se leurrer. Et le truc, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est de privilégier vraiment la pratique par rapport à la théorie, parce qu'on a un public qui est à la fois, comment dire, on a des gens qui ont quitté l'école très tôt, et ça va des fois jusqu'à Bac+5, à Bac+8. Donc ceux qui ont fait des études, tout ce qui est magistral, cours magistral, tout ça, ça va. Mais de manière générale, comme c'est dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas toujours, il y a un décrochage très très rapide. Donc on essaye de les stimuler et de faire énormément de pratiques. Et ce qui marche bien, alors on teste encore des choses, mais ce qui marche bien, c'est de faire un pas à pas avec eux, un premier exercice dans un premier temps ensemble, et ensuite de faire un exercice du même acabit, mais tout seul, qu'ils le fassent tout seul, et on vient les aider s'il y a besoin. Voilà, si ça peut vous aider. En tous les cas, faut être le plus concret possible. Faites quelque chose de concret, et puis même si vous n'avez pas le temps de tout aborder, faites moins et mieux, quoi. Voilà. Enfin, nous, je sais qu'en 20 heures, on doit aborder plein de choses. Et des fois, on se dit, bon, tant pis, on ne va pas aborder ça. Mais au moins, s'ils ont compris ce concept, au moins un concept qu'on a fait aujourd'hui, c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le type de public qu'on a, donc je vous ai dit, c'était assez vaste. Il y a de tout. Souvent, comme le disait Claude, c'est des gens qui viennent via des associations ou via Pôle emploi. Enfin, c'est des gens qu'on va pas spécialement, qui viennent vers nous souvent, mais pas que, hein, des fois on fait du sourcing, mais quand même. Voilà, en tous les cas, il y a un truc qui est à noter, c'est qu'ils ont une volonté d'apprendre assez impressionnante. C'est des gens qui s'accrochent, et parfois on est les seules personnes qu'ils voient dans la semaine, enfin en dehors de la maison en tout cas. Donc voilà, on est des interlocuteurs un peu, des rares personnes qui voient, quoi. Pardon. Sinon, la confiance se gagne petit à petit.
faut effectivement essayer de rassurer. Bon, alors, je crois qu'on nous l'a appris en cours et vous le savez aussi, il faut essayer de poser des questions sans en poser trop pour essayer de savoir un maximum de choses. Par contre, il faut faire attention aux évidences culturelles. Des fois, il y a des choses, ils ne savent pas toujours ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas. Enfin, c'est peut-être pas très français ce que je dis, mais n'hésitez pas. Et il faut faire attention à l'humour. J'avoue, l'ironie et le second degré, c'est pas toujours ça. Voilà, mais ça, vous vous en doutez sans doute. Comme le disait Claude aussi, et comme vous l'avez fait remarquer, on a pas mal d'absences et d'abandons quand même, assez nombreux, et c'est souvent involontaire, soit parce que ils ont trouvé un travail, soit c'est des questions de papier, et en tous les cas, par rapport aux absences, c'est souvent lié à des démarches administratives, et qui leur prennent pas mal de temps. Donc parfois ils peuvent, voilà. Donc c'est vrai que ça leur prend pas mal de temps et des fois ils peuvent pas venir en cours. Et ça les fatigue aussi. Des fois ils sont là, mais ils sont assez fatigués quand même. Ah oui, il faut faire attention aussi. C'est un public qui a tendance à être très conciliant, voire trop conciliant. Des fois ils sont tellement contents d'être là que quand quelque chose ne va pas, ils le disent pas toujours. Donc après c'est un travail qui se fait petit à petit en gagnant leur confiance. Mais bon, il faut faire attention à ça quand même. Je vais essayer de faire vite. Au niveau du suivi, c'est vrai qu'on n'est qu'un petit passage dans le maillon. Du coup, alors, on sait quand ils arrivent, mais on ne sait pas ce qu'ils deviennent ensuite. On ne sait pas toujours trop si ça les a aidés ou quoi. Donc là, on essaye du moins chez Connexio, de faire un travail de suivi un peu plus long. Et puis, on essaye effectivement de les renvoyer vers des partenaires pour des mentorats, etc. Donc, on essaye d'avoir un vrai travail de suivi. Mais c'est en train d'être en cours. Et enfin, pour les outils, alors 3 petits trucs. WhatsApp, ça marche super bien. Parce que déjà, la plupart ont un smartphone et puis ça permet de garder contact avec leurs proches. Et donc, du coup, nous, on s'en sert pour donner des infos, partager les supports de cours. Ça permet aussi, pour eux, de prévenir en cas de retard ou d'absence. Donc, même si c'est pas libre, WhatsApp, ça marche bien. Au niveau de l'ordinateur, c'est vrai que on essaye de trouver des solutions, de les renvoyer vers des associations qui donnent ou vendent des PC pas très chers, mais on est toujours en recherche de possibilités. Il y a Emmaüs Connect, il y a quelques associations, mais c'est pas toujours évident de trouver. Donc si vous avez des solutions, n'hésitez pas à partager aussi. Et enfin, il y a un petit truc que j'aime bien. J'adore Quizzes, j'avoue. Alors, il y en a peut-être qui utilisent Kahoot, mais Quizzes, c'est pas mal parce que c'est ludique, ça simplifie. Puis ça met de la bonne humeur, j'avoue. Et puis, on avait des tests avant de fin de session où la personne devait cliquer absolument à l'endroit. Disons que fallait que la personne clique là où il fallait. Et parfois, on s'est rendu compte que 20 heures, c'est pas assez. Dans ce cas-là, on essaye de... Le quiz, ça permet de simplifier au lieu d'avoir une possibilité infinie une possibilité grande de réponses. Et bien là, au moins, ils ont 4 solutions. Donc, ça les rassure. Et puis, ça permet de réviser un petit peu en même temps. Voilà. Alors, j'ai vu passer l'histoire des pictogrammes. Et effectivement, un petit tips pour les personnes allophones. Je sais que Claude a parlé d'un partenariat avec Paris 10. Et justement, il y a la GRDR. Je sais qu'ils font des formations pour les personnes allophones pour adapter justement les choses. Je vous envoie le lien. J'allais juste vous repartager en 2 secondes un peu le type. Vous voyez mon écran? Du coup, simplement, Jennifer, tu sais, pour agrémenter un peu ce que tu dis, mais du coup, le type de choses qu'on propose, en fait, et du coup, pour que vous voyez, en fait, ça, c'est le support de cours de la 2e séance débutant. Beaucoup d'images et très peu d'écrits. Et donc, en fait, c'est les animatrices et les animateurs de séance qui font un peu tout pour que ça fonctionne, mais tout est très visuel, en fait. Et du coup, effectivement, pour rejoindre ce que disait Jennifer, très pratique. Ils pratiquent tout le temps. Du coup, l'animatrice, elle projette sur un grand écran ça, et les personnes, ils font plein d'exercices et ils pratiquent en permanence en même temps. Voilà, il y a des liens sur plusieurs slides et les gens cliquent sur les liens, ça les renvoie à des exercices, à des choses sur lesquelles ils peuvent s'entraîner. Du coup, voilà, c'était juste pour vous montrer un peu plus
plus précisément, un type de support qu'on utilise. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Il est 14h59, donc on a tenu le timing. On avait quelques questions dans le chat, mais je crois que la plupart ont obtenu des réponses par d'autres conseillers ou participants. En tout cas, on vous fera part de toutes les présentations qui ont été partagées aujourd'hui. Également, je vais remettre ma caméra. Également, si Jennifer, tu veux nous partager les liens des différents outils dont tu as parlé, je pense qu'on pourra les circulariser à tout le monde. On vous mettra la présentation et le replay du webinaire sur la ressourcerie, ainsi que par mail dans la newsletter de mai, qui partira la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous, merci aux intervenants et très bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Merci.